Bien, donc comme Max vous l'a dit, je me suis fait quand même un petit peu piéger, puisque Max, on a eu une conversation tous les deux sur les activités de votre club. Et donc il m'a dit oh mais ça serait intéressant si tu pouvais nous replacer tout ça dans un contexte plus large, parce que vous avez quand même un regard sur Comines et sur la région pendant la guerre, et donc il serait quand même intéressant de revoir un petit peu toutes les tensions qui ont amené à la guerre. Bon, donc je lui dis d'accord, mais il ne m'avait pas prévenu que j'aurais affaire quand même à un public averti, pour lequel je pense que je vais surtout rappeler certains souvenirs. Parce que ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà probablement vu au cours des séances d'histoire précédentes. On le retrouve également pas mal dans des lectures ou dans des émissions de télévision, par exemple. Et ce que je me suis efforcée de faire, c'est de faire plutôt une synthèse pour rebrasser tout ça et replacer tous ces éléments qui permettent de comprendre pourquoi la guerre s'est déclarée et quelles étaient justement les tensions qui ont amené à cette guerre. Bon, ce qui est de frappant, c'est qu'on se rend compte que la guerre, en fait, c'est pas un hasard. Tout le monde savait que cette guerre allait avoir lieu. La seule chose qui était encore incertaine, c'était la date. Est-ce qu'elle aurait lieu en 1912? Est-ce qu'elle aurait lieu en 13 ou en 14 ou plus tard? La guerre, tout le monde s'y préparait. Donc, c'est pas quelque chose qui est tout à fait étonnant quand elle s'est déclenchée. Alors pour comprendre le contexte de la guerre, en fait, je pense qu'à mon avis, il faut remonter aux années 70 et surtout à la guerre qui a été l'affrontement entre la France et la Prusse et qui a mené à la création de l'Empire allemand. Ces événements, cette guerre de 70 dans laquelle la France a été battue, qui a complètement modifié les équilibres européens que l'on avait depuis le congrès de Vienne de 1815. Donc c'est à ce moment-là qu'est née cette opposition entre la France et l'Allemagne, cette Allemagne qui venait de se créer, alors que jusque-là, il n'y avait pas cette opposition entre les deux pays, et que, en fait, la grande opposition qui avait eu lieu depuis déjà des siècles, c'est l'opposition entre la France et l'Angleterre. Or, je trouve qu'il est intéressant de s'apercevoir que ces années 1870 vont provoquer un basculement. Les vieilles animosités franco-anglaises vont aller en s'atténuant, en arrivant d'ailleurs jusqu'à leur alliance, alors que ça fait des siècles que les deux pays étaient affrontés l'un à l'autre. Et donc, on va maintenant basculer vers un nouveau type d'affrontement, et c'est l'affrontement entre la France et la puissance allemande. Bon, il ne faut pas non plus négliger dans ce contexte l'expansion européenne, le fait qu'il y a eu une colonisation de l'ensemble du monde, et que si pendant une certaine période, justement, les affrontements européens ont été laissés un petit peu de côté, justement, au profit de la colonisation, et bien sûr, ces questions européennes vont ressurgir après les années 1900. Bon, enfin, pensez à la montée des nationalismes en Europe, pensez qu'on va alimenter un climat de tension qui va être assez permanent, et climat de tension que l'on va surtout retrouver au niveau des Balkans, les Balkans qui vont devenir vraiment la poudrière, selon l'expression bien connue, la poudrière de l'Europe. Donc dans un premier temps, je vous parlerai d'abord des tensions qui se sont créées entre la France et l'Allemagne et qui sont issues de la guerre de 14-18. 78, excuse-moi. Donc cette société s'est rapidement développée dès la fin de la guerre. La France a été, à ses yeux, lourdement marquée par la défaite, puisque, bon, d'abord, il y a le fait que l'armée française a été défaite extrêmement rapidement, mais aussi que l'Allemagne a exigé le paiement de réparations qui ont été très lourdes, et surtout, la grande horreur, c'est l'Allemagne qui s'empare de l'Alsace-Lorraine et qui va donc prendre un territoire que la France considère comme le sien. Bon, je vous renvoie, je vous rappelle les romans de Maupassant par exemple,
où dans Nana, on voit un petit peu la mentalité des Français et surtout leur vision des Prussiens qui sont souvent représentés comme des soudards, qui sont représentés comme des gens qui n'ont pas de... qui sont vraiment extrêmement violents vis-à-vis de la population française. On le retrouve aussi dans les contes de la Bécasse de Maupassant, cette vision des Prussiens qui vont asservir véritablement la population française et normande. Bon, donc on a tout de suite l'image qui va être extrêmement fréquente dans l'imaginaire français, l'image de cet affrontement entre la France et l'Allemagne. Bon, nous avons ici une image d'une couverture du Petit Journal de 1911, mais qui est déjà dans les esprits depuis longtemps. Alors on voit bien sûr notre sage petit soldat français bien tranquille et qui doit affronter, au-delà de la frontière, qui doit affronter les foudres de l'Allemagne, qui est ici représentée sous les traits du Kaiser, avec évidemment cet aspect extrêmement guerrier, extrêmement militaire. Et donc ces images sont utilisées assez fréquemment et elles vont développer cet esprit de revanche qu'il y a en France, cette haine de l'Allemagne. Haine de l'Allemagne qui va d'ailleurs avoir un autre support qui sera aussi développé depuis les années 1870, c'est l'histoire évidemment de l'Alsace. Cette Alsace qui est opprimée par l'Allemagne. Alors on a à cette époque-là une multiplicité d'images, une multiplicité de romans qui racontent la vie des pauvres Alsaciens sous la domination allemande. Même si ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, aux yeux des Français, les Alsaciens sont opprimés par les Allemands. Et on a ici une affiche, un des titres d'Hervé Bazin sur Léo Berlé, qui montre la domination du méchant allemand sur la pauvre petite Alsacienne et qu'il faut évidemment aller sauver. Bien, donc on peut dire que en France se développe un esprit de revanche, il y a la volonté d'effacer cette guerre de 70, un renouveau du nationalisme, et qui explique aussi que l'armée française va être pendant cette période extrêmement bien considérée. L'armée, c'est en elle que l'on va mettre l'espoir de revanche, et on comprend à ce moment-là un peu mieux la crise boulangiste qui a failli amener à la tête de la France le général Boulanger, mais on va comprendre, et j'en reparlerai aussi, l'affaire Dreyfus. Le fait que vouloir condamner l'armée française, c'est faire le lit des Allemands, c'est finalement se ranger du côté de l'Allemagne contre l'armée française. Donc cette idée de l'hostilité de la France, en tout cas les Allemands sont convaincus, et notamment le dirigeant allemand Bismarck, donc, qui est le chancelier de l'Allemagne, va tout faire pendant tout le temps où il est au pouvoir pour éviter que la France ne fasse cette guerre qu'il sent comme absolument inéluctable. Déjà, dès 1871, Bismarck est convaincu que la France un jour voudra prendre sa revanche, et c'est ce qu'il va faire, c'est tenter d'éviter que la France n'y parvienne. C'est la raison pour laquelle, de 1870 à 1890, il va mener une politique d'isolement diplomatique de la France, en s'alliant avec les autres empereurs, c'est-à-dire avec l'empereur d'Autriche-Hongrie, ainsi que l'empereur de Russie. Ils vont faire un traité que l'on appelle l'entente des trois empereurs, et ce traité vise à ce que les empires s'allient entre eux contre les régimes républicains. Et évidemment, le régime républicain, c'est la France. Donc, pendant cette période-là, la France est complètement isolée en Europe, et d'ailleurs, même l'Italie va avoir tendance à basculer du côté de ces trois empires contre la France, puisqu'elle a un vieux ressentiment un petit peu contre la France, puisqu'au moment de l'unité italienne, elle estime que les Français ne l'ont pas assez soutenue, n'ont pas assez soutenu l'unité italienne, notamment puisque Napoléon III s'est opposé à ce que les États pontificaux soient envahis par les Italiens. Et donc, l'Italie va avoir tendance, bien qu'il y ait des difficultés avec l'Autriche, l'Italie a quand même elle aussi tendance à basculer dans ce camp.
Donc on se rend bien compte que la France est complètement isolée pendant toute cette période et que donc ses possibilités de partir en guerre, ses possibilités de prendre sa revanche sont assez limitées. Hein. Cependant, pendant toute la période, on assiste à une course aux armements qui va se faire dans tous les pays, et notamment évidemment en France comme en Allemagne. La guerre, on la fera un jour, donc il faut s'armer, il faut aller le plus vite possible, en sachant également qu'on est dans une période de très grande transformation technique, donc il y a sans arrêt des améliorations qui sont apportées. D'abord, il faut prendre en compte les effectifs. Donc déjà, dès le début, les armées vont tenter d'augmenter leurs effectifs, et plus les risques de guerre vont être prêts, plus les effectifs des deux armées vont augmenter. Mais déjà, dès le début, on se rend compte que les Allemands, comme les Français, prévoient une guerre courte. Donc, ce qu'ils prévoient, c'est que l'armée doit pouvoir être sur le pied de guerre immédiatement. On ne prévoit pas de réserve, c'est pas la peine d'avoir des soldats qui viendront 3 mois après. Il faut que les soldats soient mobilisables le plus rapidement possible, de façon à ce que l'armée puisse se développer très vite. Bon, à côté de ça, évidemment, c'est l'armement militaire, c'est le développement de l'artillerie, c'est le développement également de la marine, surtout pour l'Allemagne. Et ça, d'ailleurs, ce sera une pierre un petit peu d'achoppement avec l'Angleterre, c'est que l'Allemagne va vouloir développer sa marine, une marine qui pour elle était inexistante, et cette marine va bientôt, étant donné que l'Allemagne est une grande puissance industrielle, va bientôt faire pièce à la marine anglaise. Donc là, les Anglais vont être un petit peu réticents, ils seront un petit peu opposés à cette vision des choses, ils entendent bien, eux, garder la maîtrise des mers. Course aux armements encore, là du côté français, les Français ont mis au point, bon là on pourrait en dire pas mal de choses, ils ont mis au point un fusil qui est considéré comme absolument remarquable, le fusil Lebel. Ils ont mis au point également un canon, le canon de 75, qui lui aussi est considéré comme une arme dominante. Et c'est là que l'on va retrouver les affaires d'espionnage de l'affaire Dreyfus. Puisque c'est Dreyfus qui est un petit peu accusé, soupçonné d'avoir passé des plans, notamment de l'armement français, à l'état-major allemand. Donc là, on peut replacer l'affaire Dreyfus dans cette idée que les armées sont sans arrêt en train de s'espionner les unes les autres pour savoir ce que l'adversaire prépare. Bon, donc l'idée qu'une guerre va se déclencher, on vient de voir, entre les deux pays, la France et l'Allemagne, elle est dans tous les esprits, hein, elle est fortement présente, mais on se rend compte que dans cette période-là, l'Allemagne cherche à éviter la guerre. L'Allemagne ne veut pas de cette guerre, et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fait des alliances avec d'autres pays. Ce qu'elle voulait, c'était éviter. C'était empêcher la France de repartir en guerre, même si celle-ci a plutôt l'idée que la guerre est possible. Cependant, pendant cette période, donc, les regards seront plutôt tournés vers l'étranger, vers les colonies, et alors que l'on pense donc que le monde va s'élargir, qu'on regarde ailleurs, en fait, la question des colonies va à nouveau ramener l'affrontement entre la France et l'Allemagne. On va y revenir. Bon, les colonies, c'est aussi l'essor économique des pays européens, c'est la révolution industrielle, c'est le fait que ces pays sont en pleine croissance et qu'il va donc y avoir des rivalités entre les pays. Bon, toute la période de l'économie du 19e siècle est dominée par l'Angleterre. L'Angleterre, la première puissance mondiale, aussi bien sur le plan industriel que sur le plan, je dirais, géopolitique, hein, puisque la présence anglaise se fait à peu près partout dans le monde. Mais justement, l'Angleterre voit se profiler devant elle la puissance de l'Allemagne, qui elle aussi, sur le plan économique, est en plein essor. À partir des années 1880, l'Allemagne devient elle aussi une grande puissance économique, et elle va un petit peu marcher sur les plates-bandes anglaises. Elle va piquer des marchés à l'Angleterre, qui voit d'un assez mauvais œil ce développement de l'Allemagne. Donc l'Allemagne est très très bien placée pour donc concurrencer l'Angleterre, et ça vient également alimenter cette opposition entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc l'Europe s'est lancée à la conquête du monde, hein,
Et évidemment, cette conquête du monde va alimenter les antagonismes. Alors, le premier antagonisme, le plus traditionnel, c'était l'antagonisme entre la France et l'Angleterre. Déjà, depuis le XVIIIe siècle, les deux pays s'affrontent pour la guerre dans les colonies. Mais cet affrontement, finalement, après 1898, après les incidents qui ont eu lieu en Afrique, et notamment après Fashoda, on est arrivé à passer au-dessus. Les Français et les Anglais sont arrivés un petit peu à s'entendre. Par contre, l'affrontement qui va ressurgir, c'est l'affrontement avec l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, elle, ne s'est créée qu'en 1870, donc elle n'a pas participé à la course aux colonies, ou très peu. Donc l'Allemagne a très peu de territoire, sauf dans le sud-ouest africain, le Tanganyika, une petite partie du Congo. Et donc l'Allemagne, puissance économique, veut à son tour être présente sur l'échiquier mondial. Et ça explique un petit peu l'antagonisme que l'on va trouver avec de multiples incidents, entre l'incident qui a eu lieu à Tanger en 1905, où Guillaume II tente d'empêcher la France de mettre la main sur le Maroc, et donc en 1911 à nouveau, nouvel incident, toujours au Maroc, où là, avec la canonnière d'Agadir, les Allemands tentent encore d'empêcher la France de mettre la main sur le Maroc. Ben, ils aimeraient bien la remplacer. Bon, donc les antagonismes ont plutôt été aggravés, plus que atténués. La conquête des colonies n'a pas du tout permis de résoudre les problèmes européens. Alors ce qu'il faut également noter, c'est qu'il y a un changement de politique après 1890 en Allemagne. Le premier empereur Guillaume Ier est mort, son fils lui succède, Guillaume II, et il est jeune, il est beaucoup plus dynamique, il a une autre vision des choses, et lui justement rêve d'une Allemagne forte en Europe, d'une Allemagne qui serait reconnue comme une grande puissance. Donc sa politique va changer, et il renvoie d'ailleurs Bismarck, qui lui rappelle peut-être un peu trop son père, et il entend désormais que l'Allemagne, que lui-même dirige l'Allemagne, et une Allemagne qui est destinée à un très grand avenir. Donc cette nouvelle politique va évidemment inquiéter les voisins, inquiéter même ses alliés, puisque jusqu'à présent la Russie était l'allié de l'Allemagne, et là la Russie commence à se poser des questions et va basculer justement dans un autre camp. Et c'est ce qu'on va voir dans un dernier point sur le jeu des puissances dans les pays européens et les rivalités, avec d'abord la montée des nationalismes qui se marquent dans les pays européens, montée des nationalismes qui sont présents partout, hein, qui s'affirment d'une façon très marquée. Les hommes politiques, la presse, tout travaille dans le sens qu'il faut développer la puissance des États. Et on va assister à deux mouvements en Europe, deux mouvements qui sont d'ailleurs contradictoires. On vient de parler de la réunion de l'Empire allemand qui s'est créé. Et il dit évidemment aussi l'Italie, création donc en vertu de l'idée d'une unité nationale des Italiens. Mais le nationalisme, c'est aussi l'éclatement des États. Et évidemment, l'exemple le plus connu, ça va être l'exemple de l'Empire d'Autriche-Hongrie, cet Empire d'Autriche-Hongrie qui, en réalité, recouvre de multiples nationalités différentes et est un empire déjà un petit peu branlant. Évidemment, d'abord, le premier pays qui s'était manifesté, c'était la Hongrie. Pendant toutes les années 1860, l'Autriche a eu du mal à calmer la Hongrie et les revendications hongroises. Et finalement, c'est en édictant une alliance, une double nationalité, Autriche et Hongrie, qu'on est arrivé un petit peu à calmer la question de la Hongrie. Mais si les Hongrois ont obtenu en partie satisfaction, tous les autres peuples de l'Empire autrichien, les Italiens au sud, les Slovènes, les Croates, les Roumains, etc., eux n'ont pas du tout de satisfaction, les Tchèques, les Polonais. Hein. Bon, donc c'est un empire qui s'est énormément fragilisé, et donc l'Autriche-Hongrie n'est plus la grande puissance qu'elle prétend être ou qu'elle voudrait être.
Bon, il y a aussi des revendications plus locales, hein, dont on ne parlera pas, mais qui existent aussi, hein, qui fragilisent un petit peu les pays, qui vont les pousser un petit peu dans une course en avant. Il y a des minorités en Allemagne, il y a des minorités en Russie, et là aussi les questions de nationalisme vont se reposer. Hein. Bon, évidemment, d'un côté, on a donc la question d'Autriche-Hongrie qui va être une question primordiale, mais on a également, évidemment, alors la question des Balkans. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question qui est quand même extrêmement difficile à suivre. Bon, en sachant d'abord que les Balkans, bien, à l'origine, c'était l'Empire ottoman, donc tout ça, ça appartenait à la Turquie. Mais après, au XIXe siècle, il y a de l'agitation nationaliste dans ces régions. Le premier pays qui se soit créé, c'est la Grèce. La Grèce qui s'est révoltée contre la domination turque et qui a obtenu son indépendance. Je vous rappelle l'aventure de Lord Byron et la mort de Byron à Missolonghi. Bon, donc, après, tous les autres pays de la partie européenne, et notamment des pays chrétiens, se sont révoltés contre la domination ottomane. Et les uns après les autres, pendant toute cette période du XIXe siècle, les uns après les autres ont obtenu leur indépendance. Alors ça va être l'indépendance de la Serbie, qui est un des éléments phares de la région. Ça va être l'indépendance de la Bulgarie, puis de la Roumanie, du Monténégro. Mais évidemment, tous les autres peuples sont en train de s'agiter. Et quand on regarde d'un peu près, bon, c'est une histoire extrêmement compliquée, où on voit sans arrêt des guerres qui sont soit des guerres de contestation, parce qu'un peuple n'est pas satisfait de ce qu'il a, soit aussi des revendications frontalières. Puisque au fur et à mesure que le siècle s'avance, par exemple, la Bulgarie et la Roumanie vont modifier leurs frontières. On va avoir également la Serbie qui va s'agrandir. Donc là aussi, pendant tout le XIXe siècle, la question des Balkans a été au cœur des revendications, au cœur des problèmes, et il y a eu sans cesse de l'agitation dans la région. Le mot poudrière qui a été fréquemment utilisé est tout à fait vrai. Et cette poudrière, elle s'envenime par l'intervention des grandes puissances. Les grandes puissances européennes estiment qu'elles ont leur mot à dire dans les Balkans. Alors l'Allemagne, en fait, là, elle est marginale, hein, c'est pas elle qui intervient, c'est l'Autriche-Hongrie. C'est l'Autriche-Hongrie qui rêve de dominer les Balkans. L'Autriche-Hongrie qui ne regarde plus vers l'ouest, on n'a jamais trop regardé vers l'ouest, mais qui regarde surtout vers le sud. L'Autriche-Hongrie considère que les régions balkaniques libérées de l'Empire ottoman devraient normalement passer sous le contrôle de l'Autriche-Hongrie. Donc, regard de l'Autriche-Hongrie vers les Balkans, et d'ailleurs, l'Autriche-Hongrie va mettre en application ce principe en annexant assez brutalement, sans trop demander leur avis aux alentours, hein, la Bosnie-Herzégovine. Donc la Bosnie-Herzégovine va être brutalement annexée par l'Autriche-Hongrie, qui montre bien donc sa volonté de descendre un petit peu vers le sud. Mais là, elle se heurte aux Russes. Et on va se retrouver un petit peu là aussi dans les questions d'actualité. Hein. La Russie, qui depuis tout le XVIIIe siècle également a poursuivi une marche soit vers le sud, soit vers l'est. Hein. La Russie rêve, elle, d'atteindre une mer libre. Elle contrôle maintenant la majeure partie de la mer Noire. Mais le but de la Russie, qu'on retrouve constamment dans l'histoire, c'est d'arriver à la Méditerranée. Le rêve de la Russie, c'est de contrôler les détroits. Et évidemment, dans cette question, il y a un affrontement entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. Il n'est pas du tout question que l'Autriche-Hongrie laisse faire la Russie. Bon, intervention également de puissances plus indirectes, puisque si Autriche-Hongrie et Russie sont directement concernés par la région, l'Angleterre, elle, s'en mêle. Elle s'en mêle parce que l'Angleterre, maîtresse des mers, entend bien garder la domination sur les mers, et notamment sur les détroits. Donc il n'est pas question pour elle que la Russie mette la main sur les détroits. Il n'est pas question non plus que l'Autriche-Hongrie devienne un pays trop puissant en Europe. Il faut garder un équilibre européen. Bon, et la France est entraînée dans cette histoire également, de façon plus indirecte, en signant des alliances avec notamment la Serbie. Bon, alliance qui est bien connue. Donc, on voit ici que la question n'est pas résolue, hein, et que le jeu des alliances qui se sont créées ensuite, après 1890,
vont encore accentuer les risques de guerre. Alors là, on rentre dans une histoire qui est quand même assez connue, mais qui est liée aussi au triomphe, pour une fois, de la diplomatie française. Bon, cette diplomatie française qui a agi d'une façon absolument remarquable après 1890, et qui, notamment sous la direction de Delcassé, est arrivée d'un côté à se réconcilier avec l'Angleterre, en signant finalement l'entente cordiale, mais aussi arriver à réconcilier, ce qui n'était pas du tout évident, l'Angleterre et la Russie. Les deux pays, donc pour des raisons diverses, notamment pour ces questions des détroits, étaient un peu en froid, et donc c'est la France qui est arrivée, après son rapprochement avec la Russie qui est antérieure, la France est arrivée à réconcilier l'Angleterre avec son allié russe. Donc on a eu la formation de cette fameuse triple alliance qui est un rapprochement entre les trois pays, mais qui ne repose pas sur des bases militaires. Alors qu'en face d'eux, on a la triple entente, cette triple entente qui a été signée entre les Allemands, les Autrichiens et les Italiens, et qui là, elle, repose sur des bases militaires. Il est bien entendu que si un des pays est attaqué, les autres interviendront militairement. Bon, à nuancer un petit peu, c'est que depuis les années 1890-1900, l'Italie, inquiète justement de l'avancée de l'Autriche-Hongrie, s'est un petit peu retirée, est un petit peu plus en arrière. L'Italie n'a pas tellement envie d'être entraînée comme ça dans la guerre. Donc, on voit bien que c'est un climat de méfiance générale qui a marqué tout le 19e siècle, et surtout, évidemment, la période depuis 1870, que souvent, l'attitude allemande a été une attitude assez arrogante, que l'Allemagne est considérée d'ailleurs comme responsable de la guerre, mais qu'en réalité, elle a rencontré des partenaires qui eux-mêmes étaient tout à fait prêts à tenter l'aventure, que l'idée de paix était depuis très longtemps extrêmement éloignée des esprits, que la paix n'était pas un mot que l'on déclinait à ce moment-là. C'était pas en tout cas un mot de la diplomatie, c'était pas un mot non plus des hommes politiques. Et même les opinions publiques à l'intérieur des pays étaient favorables à une guerre. Donc les opinions publiques, elles aussi poussaient à la possibilité d'une guerre. Et n'oublions pas que c'est la fleur au fusil, que les soldats sont partis à la guerre persuadés que celle-ci serait courte et qu'elle leur amènerait la victoire.